Exotech est un acteur de la logistique dans le sens où on conçoit des solutions robotisées qui viennent automatiser le stockage et la préparation de commandes des entrepôts. C'est un secteur qui est passionnant, mais qui arrive aussi à un moment donné avec des limites, des coûts environnementaux, des limites planétaires qui sont à risque. J'ai réalisé à un moment donné qu'effectivement, notre économie, notre modèle de vie mettait tout ça à risque pour notre génération et la génération future. J'avais envie de m'engager sur ce sujet-là. Hello tout le monde, bienvenue sur Tokaté. Aujourd'hui, je vous emmène à la rencontre d'un acteur français devenu en quelques années une référence mondiale de la robotique logistique, Exotech. Un secteur en pleine transformation entre explosion du e-commerce, pression sur les délais et montée des enjeux d'impact. Exotech s'inscrit au cœur de cette dynamique. Une entreprise en hyper-croissance portée par une forte innovation, mais aussi face à un vrai défi, structurer une démarche ESG à la hauteur de son développement. Car ici, l'impact ne se pense pas à côté du business. Il se pilote grâce à de la data. Et il s'incarne directement dans le produit avec des effets très concrets sur les opérations et des conditions de travail dans les entrepôts. Mais concrètement, ça veut dire quoi ? Et qu'est-ce que ça change vraiment pour l'entreprise comme pour ses clients ? Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Nicolas Huizinga, directeur ESG chez Exotech. Son conviction, l'ESG n'est pas une contrainte, c'est un levier d'innovation. Nicolas, bonjour, bienvenue sur Tokaté. Bonjour Katia. Comment tu te sens, Nicolas, à le début de cette toute nouvelle interview ? Écoute, c'est la course, on a plein de ponts en mai, donc c'est très chouette, mais ça se mérite en même temps. Et oui, ça se mérite. Et pour le coup, je voudrais qu'on commence notre première question qui portera beaucoup plus sur ton parcours. Tu as passé près de 20 ans dans des environnements tech, médias et digitaux avec des rôles très orientés produits, stratégie et transformation, notamment chez Ubisoft. Qu'est-ce que ce parcours il t'a appris finalement ? Qu'est-ce que tu en retires pour ton poste aujourd'hui à Exotech ? J'ai toujours eu envie de travailler dans les secteurs innovants, depuis le web 2.0 jusqu'à ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, à la fois sur le software, le hardware. Je trouve que c'est un secteur qui est passionnant, mais qui arrive aussi à un moment donné avec des limites, des coûts environnementaux, des limites planétaires qui sont à risque. Et cette prise de conscience entre les deux m'a amené à m'intéresser davantage à qu'est-ce que ça voulait dire de faire du développement durable dans ce secteur. Alors, tu réponds presque à la question de notre invité. Et on a un invité un peu surprise à qui on a demandé de te poser une question que tu connais très bien, qui s'appelle Emmanuel Durand. Et je permets de la mettre et à toi de lui répondre. Salut Nicolas. Ça fait très plaisir de te savoir dans un poste comme ça chez Exotech, qui est un des fleurons du Nord. Moi, je t'ai connu il y a très longtemps chez Warner Bros, où tu étais au marketing et où tu as pu travailler sur des films aussi impérissables que Very Bad Trip. Qu'est-ce qui amène un début de parcours dans l'entertainment à ensuite bifurquer vers l'ESG ? Qui, à mon avis, bénéficie grandement de ton apport. Ah ben là, je suis déjà ravi qu'Emmanuel ait pris le temps de me poser cette question. Ça a été un de mes tout premiers boss au début de ma carrière chez Warner Bros. Il m'a donné le goût du marketing, donc, c'est-à-dire de savoir comment influencer les gens par du sens et par du beau. Ça, c'est quelque chose que je conserve aujourd'hui dans ma pratique de l'ESG. Parce que c'est un grand travail d'influence. Il faut faire rêver les gens, leur faire prendre conscience de certaines choses et les faire rêver pour les engager vers quelque chose de meilleur. Donc ça, c'est quelque chose que je conserve. Et puis, cette influence-là, donc c'est dans la pratique du métier du marketing au début, mais c'est aussi dans les sujets que j'ai pu travailler chez Warner dans les films, les sujets et les films que j'ai pu travailler chez Warner au début, que ce soit des films comme Contagion de Steven Soderbergh ou Argo de Ben Affleck, qui sont des films. J'ai réalisé à un moment donné qu'effectivement, notre économie, notre modèle de vie mettait tout ça à risque pour notre génération et la génération future. J'avais envie de m'engager sur ce sujet-là. Je ne savais pas comment. Et chez Ubisoft, à un moment donné, j'ai eu la chance d'être aux responsabilités en tant que directeur des opérations pour la production de jeux vidéo en Asie du Sud-Est.
Et j'ai l'attitude de pouvoir décider ce que je voulais faire. Et j'avais envie de creuser cette thématique de l'impact environnemental du jeu vidéo. Voilà. Et ça m'a amené. Et c'est là que ça t'a amené, effectivement. Alors, tu quittes Ubisoft, tu es aujourd'hui chez Exotech. Qu'est-ce qui a fait que tu es parti Pourquoi tu es arrivé chez Exotech? Le projet t'avait. J'avais envie de 3 choses différentes. J'avais envie d'une culture start-up où on peut faire les choses, on peut entreprendre. J'avais envie de travailler sur du hardware. Qui est aujourd'hui dans le digital quand même la première source d'impact, plus que le software. Donc des robots chez Exotech. Et puis la culture d'entreprise Exotech, j'ai une très bonne relation de confiance avec ces 2 cofondateurs, Renaud Heitz et Romain Moulin. Et cette confiance et ce qu'ils avaient envie de faire sur ce sujet-là pour Exotech était complètement aligné avec mon ambition. Donc, c'était un super fit. Une belle rencontre, de belles retrouvailles. Est-ce que tu peux me dire, là, pour le coup, on va partir un petit peu plus sur Exotech. Tu peux nous dire concrètement ce que fait Exotech pour ceux qui ne connaisseraient pas de manière très simple? Exotech est un acteur de la logistique dans le sens où on conçoit des solutions robotisées qui viennent automatiser le stockage et la préparation de commandes des entrepôts. C'est un secteur d'activité qui est gigantesque. Tout ce que vous avez sous la main, tout ce que vous achetez, à un moment donné, est passé par un ou plusieurs entrepôts. Donc c'est vraiment le système sanguin de notre économie. Au même titre que l'argent, on l'a vu à l'occasion du Covid, quand la logistique s'arrête, tout s'arrête, les magasins sont vides. Et en fait, vous ne pouvez plus vivre comme on vit aujourd'hui. Donc c'est un secteur qui est critique. Quand je dis qu'on fabrique des robots, je pense que souvent quand on dit le mot robot, on pense à que pensez-vous, qu'avez-vous en tête quand je prononce on a Terminator en tête, non? Voilà, on imagine des humanoïdes et c'est pas du tout l'approche d'Exotech. Nous, on est vraiment sur des robots spécialisés, donc c'est-à-dire du hardware autonome, intelligent, qui n'est pas piloté à l'instruction par des humains. Vous irez voir sur Internet à quoi ça ressemble. Je pense que je ne rends pas honneur à nos robots en disant que c'est des gros aspirateurs ou tondeuses automatiques. Mais c'est des véhicules avec 4 roues qui pèsent une trentaine de kilos, qui sont capables de monter à 14 mètres en hauteur et qui vont porter des charges jusqu'à 30 kilos. Et qui viennent remplacer les activités les plus pénibles dans les entrepôts. Voilà. Et alors, plus largement, est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu quels sont, dans votre secteur, les grands défis à venir en termes d'impact? Dans notre secteur, l'impact numéro 1, ça reste le carbone. En termes de matérialité, c'est ce qui ressort le plus. Après, ça c'est notre point de vue. Quand on parle à nos clients, ils sont plus sensibles à, d'une part, l'impact social que ça a sur leurs ouvriers, les opérateurs, parce qu'on vient quand même transformer l'outil de production. Avant, on a des gens qui travaillaient manuellement, qui parcouraient des kilomètres dans l'entrepôt, qui portaient des charges lourdes. Du jour au lendemain, ils travaillent avec des systèmes robotisés. Donc, il y a un impact social qui est important et qui les concerne. Et puis, la consommation d'énergie. Ça, ils le voient dans leurs factures. Donc, qui dit énergie dit carbone, mais ce qu'ils voient surtout, c'est le carbone qui paye. Oui, bien sûr. Et qui voient sur leur facture tous les mois. Donc ça, c'est les enjeux les plus importants. Vous, de votre côté, en tant qu'entreprise, votre impact, il est donc sur votre outil, sur les robots. On va y venir. Concrètement, comment tu te positionnes par rapport à votre politique ESG quand on est une entreprise industrielle en hypercroissance, finalement, comment on fait pour réduire son impact? Déjà, il faut bien le mesurer. Il faut savoir de quoi on parle. Première chose, la mesure. Ça, c'était quelque chose de très intéressant quand je suis arrivé. Oui, tu es arrivé il y a 2 ans. 2 ans et demi. Quand on interrogeait nos clients, ils nous disaient que oui, les sujets de durabilité, c'est des sujets importants. Et puis, quand on leur demandait, ça veut dire quoi concrètement pour vous, ils ne savaient pas trop. Donc, en fait, c'était nébuleuse. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est grave, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qu'il faut regarder quand on achète une solution pour automatiser les entrepôts. Donc ça, on leur a expliqué la consommation d'électricité, l'énergie, l'empreinte carbone, l'empreinte au sol aussi, les conditions de travail. Donc mesure, hyper important pour savoir de quoi on parle et puis savoir après le réduire. Dans
toute communication responsable sur une stratégie, si on dit juste ce qu'on fait, ça suffit pas. Parce qu'on ne sait jamais à quel point c'est intense. Est-ce que ça suffit ? C'est nécessaire de faire des choses, mais ça ne suffit pas toujours. Et donc là-dessus, ce qui a été important pour nous assez rapidement chez Exotech, c'est de se fixer une trajectoire à 2030 et qui concerne aujourd'hui principalement le carbone et donc l'énergie, d'une réduction de moins 50% de notre empreinte carbone par million d'euros de valeur ajoutée. Donc c'est en intensité, parce qu'on est une société en croissance. Et aujourd'hui, l'organisme de référence, la Science Based Target Initiative, nous autorise à réfléchir comme ça. Donc du coup, réduction, on a bien compris, plutôt de votre empreinte carbone. Comment finalement tu intègres cette notion-là ? Là, on est vraiment sur, pour l'instant, on ne parle que de l'environnement, parce qu'on a aussi la question sociale et gouvernance, mais on en viendra après. Comment ça, tu l'intègres directement dans ta stratégie ? On l'intègre par le haut. Au début, en tout cas c'est comme ça qu'on a fait, à la fois dans la culture. C'est très important d'expliquer aux gens et surtout les employés pourquoi on fait de l'ESG. Donc ESG, environnement, social, gouvernance, je ne sais pas si on l'a dit, mais je leur dis. Ça mérite d'être répété. Et chez Exotech, on a 3 grandes valeurs. La première, c'est Be Proud. Donc là, clairement, nous, on fait de l'ESG parce que c'est important qu'on soit fier de ce qu'on fait. Si on n'est pas fier de ce qu'on fait, ça ne va pas durer. Et on est là pour construire quelque chose qui dure dans le temps. Deuxième valeur, c'était Build Together. Donc ça, c'était des enjeux de collaboration et de transversalité qui sont mis à profit de l'ESG. Parce qu'en fait, moi, je ne fais pas grand-chose tout seul. Bien sûr, je travaille avec un certain nombre d'équipes, dont beaucoup les équipes d'R&D, de design, d'industrialisation, les achats. Et puis, troisième valeur, c'était customer centric. Donc, understand your customer, si je suis tellement exact. Donc, cette volonté de faire les choses pour le client et avant tout pour le client. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on a intégré au début et vers lequel on accélère. Mais je pense qu'avant tout, c'est une volonté forte d'ancrer ça dans notre culture et nos valeurs, de par aussi ce que les 2 cofondateurs portent. Et le deuxième point, c'est le business model. C'est-à-dire, très bien, qu'est-ce que ça veut dire pour notre business model à 2030 ? Quand aujourd'hui, on dit qu'on veut décarboner de moins 50% par million d'euros de grosses profits, ça s'intègre dans le business model et on le pilote. Voilà. C'est un coût aussi, il ne faut pas négliger. Voilà, par rapport à tout ce que ça nous coûte par ailleurs, on va dire que ce n'est pas très cher. Alors, quand on entend souvent dire d'ailleurs que l'ESG, c'est souvent une contrainte. Vous, on voit bien que vous ne l'avez pas prise comme une contrainte, vous le prenez plutôt comme une innovation. Enfin, en tout cas, un levier d'innovation. Concrètement, ça veut dire quoi chez Exotech quand on dit ça ? Oui, ce n'est pas une contrainte parce qu'aujourd'hui, on n'a pas vraiment d'obligation légale à faire de l'ESG, ni à faire du reporting dessus. Donc on le fait parce qu'on en a envie. Bientôt d'ailleurs peut-être 2028 avec CSRD. Bah oui, forcément. Donc c'est un souhait, une envie d'avancer dans cette voie-là, comme je viens de l'expliquer. Et est-ce que c'est une contrainte ? Oui, en fait, l'innovation, ça vient justement de systèmes contraints où il faut trouver de nouvelles solutions, c'est trouver des solutions à des nouveaux problèmes. Donc au-delà de l'ambition qu'on s'est mis, ça veut dire se fixer des objectifs, en fait, plus que des contraintes. Aujourd'hui, chaque nouveau produit qu'on développe ou qu'on met à jour chez Exotech, on a un système de gate, c'est-à-dire on lance la mise à jour ou la création de ce nouveau produit, puis on va y réfléchir, puis on va faire du prototype, puis on va l'industrialiser, etc. À chacune de ces étapes, et surtout au début, on fixe un objectif et après on va vérifier qu'on reste en ligne avec cet objectif. Donc dans le cahier des charges de chacun de nos produits, il y a une empreinte carbone qui est fixée. Et donc ça a forcé... mais c'est dans le bon sens du terme, nos équipes de design et d'R&D à intégrer cette dimension. Et aujourd'hui, chez Exotech, on connaît l'empreinte carbone de chaque matériau, de chaque composant, de chaque article, de chaque système qu'on vend à nos clients. Donc, c'est une vraie comptabilité carbone qu'on a mis en place. Alors après, il y a d'autres enjeux environnementaux, et surtout l'énergie, mais le carbone, ça reste la priorité. C'est pour ça qu'on se focalise là-dessus aujourd'hui. Déjà, en 2 ans, réussir à faire... toute la notion du carbone de tous vos outils que vous proposez, c'est déjà... Ça avait commencé avant moi. Je ne suis pas arrivé avec... j'ai pas tout fait moi-même. Je me suis inscrit dans une dynamique qui était lancée avant mon arrivée. Et vraiment, je tire mon chapeau à toutes ces équipes produits chez Exotech qui ont initié et qui font vraiment avancer ce sujet au bon niveau. On a bien compris, la data, la mesure, c'est très important. On analyse beaucoup chez Exotech. Dis-moi pourquoi c'est si central pour toi. C'est l'approche d'Exotech. On est une boîte industrielle, on est une boîte d'ingénieurs.
Donc c'est la culture. Il y a toujours, comme j'ai beaucoup parlé de culture, je pense jusqu'à présent, donc on va pas dire que c'est que la data. Mais après, cette culture t'amène à prendre des décisions, à faire des paris et à mesurer tes succès à l'aune des données qu'on récolte. Donc aujourd'hui, on a une super compta carbone qui est en place. On a de la télémétrie aussi qui est faite sur tous les systèmes qui sont en usage pour des questions de continuité d'activité pour nos clients. Qui nous sert aussi à mesurer l'impact de l'usage de tous ces systèmes et de tous ces robots. Mais oui. Donc on en profite. Parce que, évidemment, il y a le produit et c'est souvent, quand on regarde les scopes, le scope 3 est souvent celui le plus fort dans toutes les boîtes. C'est que ça, évidemment. Est-ce que tu peux nous dire, donc on a beaucoup parlé d'environnement, d'empreinte carbone, on l'a bien compris, de vos solutions. Concrètement, qu'est-ce que vous avez changé sur un produit, dans vos produits par exemple? Est-ce que tu as un exemple précis qui fait que ça fait baisser radicalement votre empreinte carbone? Donc aujourd'hui, pour vous donner un petit peu des ordres de grandeur, un système standard Skypod, donc c'est le nom de notre produit global, c'est le nom du robot, mais le nom de la solution aussi. C'est à peu près 3000 tonnes de CO2. Donc ça, c'est un système qui peut faire 3000 lignes par heure, donc 3000 lignes de préparation de commandes par heure. Où tu as 100 000 bacs dans ce système-là et c'est à peu près 200 robots. Voilà, pour vous essayer de visualiser un petit peu ça, c'est à peu près 3000 tonnes de CO2 hors usage. Vraiment ce qu'on appelle le cradle to gate, donc c'est vraiment toute la matière, tout le matériel sans l'usage. Aujourd'hui, on a réussi depuis 2022-2023 et l'ancienne génération de Skypod à descendre à 2000. Donc on a réduit d'un tiers. Ça, c'est principalement parce qu'on a cette volonté de designer, de concevoir des choses qui sont élégantes. Donc, on a travaillé beaucoup le poids et les matières de nos racks, de nos bacs, etc., qui sont finalement ce qui prend le plus de place, le plus d'impact. Les robots, tout le monde les voit parce qu'ils sont cool, mais en fait, quand on regarde l'ensemble du système... Il faut qu'ils se déplacent, ces robots. Ils pèsent moins que le reste. Donc voilà, ça veut dire on a réduit la masse de nos racks, ces grandes étagères métalliques de 30%, donc avec un gain de carbone qui est quasiment équivalent. Les bacs, on est passé sur du plastique recyclé avec un gain de l'ordre de moins 40%. Voilà, donc tout ça fait qu'on a déjà fait un bon bout de chemin. Donc aujourd'hui, c'était beaucoup travailler les matériaux et ça ne nous a pas coûté plus cher à vrai dire. C'était juste de revoir le design et de choisir les bons matériaux et les bons fournisseurs. Est-ce qu'une fois qu'on a changé ces produits, comment on passe plutôt du côté des clients, comment vous les aidez à réduire leur propre impact, eux, du coup? Déjà avec la solution, mais après, est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles vous pouvez aider? Ouais, ça c'est typiquement la direction qu'on veut prendre pour la suite. Sur ces 2 premières années et demie, le gros focus était tourné vers nous. Regarder ce qu'on fait, mesurer, comprendre, innover, réfléchir entre nous. Parce qu'on pense que c'est nécessaire en fait d'adresser ces impacts négatifs et d'être le premier responsable par rapport à ça. Et maintenant, on s'intéresse de plus en plus à comment on peut contribuer aussi aux enjeux de durabilité de nos clients, qui sont souvent des très grands comptes, des boîtes du CAC 40, et pas que, et qui ont aussi des objectifs de développement durable au niveau du groupe, au niveau de leur logistique, au niveau de leur entrepôt. Et donc, on veut vraiment s'inscrire là-dedans. Et donc, dans ce dialogue-là, c'est vrai qu'il y a un certain nombre de choses sur lesquelles on peut les accompagner. Mais souvent, ils ne connaissent pas l'empreinte carbone de leur entrepôt. Nous, on peut les aider à la construire avant et après qu'on soit là. L'accompagner dans la mesure de la consommation d'électricité de leur entrepôt, on peut le faire aussi parce qu'on a un gros bout. Vous avez fait une étude aussi sur la question des entrepôts. Et donc, effectivement, une question à laquelle maintenant on est capable de répondre était d'ailleurs la bonne. C'est pas tant est-ce qu'on arrive à décarboner nos produits, c'est juste entre avant et après Exotec, est-ce que d'un point de vue carbone, est-ce que c'est mieux ou est-ce que c'est pire? Alors, déjà, il faut pas réfléchir dans le sens avant-après. Parce qu'en fait, ça n'existe pas. C'est juste un logisticien, un gestionnaire d'entrepôt qui a un besoin de croissance et qui doit prendre des décisions. Donc, il a 2 alternatives. Dans la plupart des cas, on va dire même 3. Allez. La première, c'est qu'il continue à faire les choses en manutention, comme il l'a toujours fait. La deuxième, c'est qu'il vient utiliser un système Skypod d'Exotec. Et la troisième, c'est qu'il va prendre une technologie concurrente à celle d'Exotec. Ah oui, parce qu'on a la troisième possibilité, bien sûr. Et donc, aujourd'hui, on a mené 2 études. Une avec l'ADEME qui va sortir avant l'été et une avec un cabinet de conseil indépendant. On a fait beaucoup de cas de figure.
Et les conclusions théoriques de tout ça, c'est que c'est meilleur de le faire de manière automatisée. Et par rapport à nos concurrents, plutôt avec Exotech. Ah bah, évidemment. Voilà. Et donc ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est un bon choix d'un point de vue environnemental pour réduire l'empreinte carbone, pour réduire la consommation d'électricité, pour réduire l'empreinte au sol, donc avec des bénéfices collatéraux sur la biodiversité, etc., de passer via de l'automatisation et en particulier via notre système Skypod. Et ça, on ne le voit pas en le faisant l'avant-après, parce que forcément, quand on s'automatise, c'est qu'on a des besoins de croissance. Ouais. Mais ces besoins de croissance, il faut aujourd'hui les faire avec des solutions telles que la nôtre. Il y a des vrais bénéfices environnementaux. Ouais. Aujourd'hui, ce n'est pas quelque chose qu'on met en haut de nos arguments argumentaires commerciaux, parce que les gens n'achètent pas un système Skypod pour ça. Bien sûr. Mais il faut le savoir. Ça peut être une aide à la décision. C'est une aide à la décision. Et d'ailleurs, c'est souvent quand nos clients ou nos prospects nous interrogent, ils ont évidemment envie de prendre leurs décisions aussi sur des questions de durabilité. Et souvent, ils nous demandent des labels, des certificats, des notes EcoVadis, des questionnaires qui n'en finissent plus, pour savoir si on est des gens responsables. Et ils ont raison. Mais la vraie question quand on achète, c'est pas évidemment à qui j'achète, mais surtout qu'est-ce que j'achète. Oui, bien sûr. Et de manière très surprenante, on ne nous demande pas l'empreinte environnementale d'un système Skypod ou sa consommation d'énergie. Mais je sens que la bascule est en train de se faire, et aussi parce que nous, on est proactifs dans la communication de ces informations auprès de nos clients. Alors justement, et vous le faites en indiquant sur vos, si je ne me trompe pas, sur vos offres commerciales, vous mettez l'empreinte carbone de vos solutions. Ouais, donc on a décidé proactivement, et ça c'est vraiment une décision qui vient de Romain Moulin, notre CEO, c'est que dans toutes nos offres commerciales, à côté du prix en euros, il y a le prix en carbone. Donc il y a voilà. Ouais. Et donc un de nos clients aujourd'hui a l'empreinte carbone du système qui va attacher dans son offre commerciale. Il sait à quoi s'en tenir. Il a toute la latitude de nous challenger dessus, et surtout de challenger nos concurrents quant à ces chiffres. Est-ce que les autres sont prêts à faire, ou capables surtout, à faire mieux. Et puis derrière, quand on vient avec des innovations telles que de l'acier vert. Donc aujourd'hui, on utilise de l'acier qui est standard, mais on a la possibilité d'avoir de l'acier vert décarboné à moins 50%. Et ben, du coup, on peut mettre notre petite offre commerciale en dessous et de dire, ben voilà, si vous optez pour cette option, ben, le chiffre qui est au-dessus, il est coupé de moins 50%. Qu'est-ce qu'on fait ? Voilà. Carrément. Et du coup, alors ça devient vraiment un outil d'aide à la décision. Ça, concrètement, ça change vraiment les choses. Vous avez vraiment des clients qui vont vous choisir parce que vous avez justement cette visibilité, cette transparence. Je ne suis pas sûr qu'ils vont nous choisir pour ça. Je pense que c'est la cerise sur le gâteau. Ouais. Je pense qu'effectivement... On est encore dans un monde où le prix reste... Les enjeux opérationnels de la logistique sont tellement forts que je ne pense pas qu'aujourd'hui, voilà, ce soit le critère numéro 1 de décision, ni même ni 2, ni même ni 3. Ouais. Peut-être 7, 8 ou 9. Voilà, en toute humilité, je veux dire, je pense que sur plein d'autres aspects de la logistique, comme le packaging en particulier, tout ce qui est OPEX, ça se voit peut-être plus, mais pas là-dessus, parce que les investissements pour une solution automatisée, on se parle de dizaines de millions d'euros, et donc le risque de productivité technologique vient vraiment écraser les bénéfices environnementaux qu'on peut avoir, mais ils sont là. Et pour les clients qui sont les plus engagés dans cette stratégie de durabilité pour eux-mêmes, on peut les accompagner à moindre coût en plus. Alors c'est vrai que souvent, quand on va chercher des nouveaux fournisseurs, on regarde l'empreinte et puis on envoie un petit questionnaire avec toutes les informations dont on a besoin pour pouvoir nous mesurer aussi, nous. Et du coup, on demande souvent, c'est quoi les labels ? Vous, les labels, à part EcoVadis peut-être ? Non, on utilise EcoVadis, tout à fait. On l'utilise pour nos propres fournisseurs. Ouais. On l'a d'abord utilisé pour nos clients, pour qu'ils puissent nous évaluer. Et je pense que, moi je respecte tout à fait le fait qu'on n'ait pas envie de travailler avec n'importe qui, d'abord, et après de ne pas acheter n'importe quoi. Ouais. Et donc, je pense que pour un certain nombre de nos clients les plus engagés, c'était important qu'on fasse l'exercice. Je pense qu'on a retiré plein de bonnes choses, mais c'est nécessaire mais insuffisant. Et pour vous aussi, du coup, et pour nous aussi, oui, c'est vrai. Parce que on parle souvent de la chaîne de valeur. Donc là, on a parlé des clients, donc en aval, en amont, il y a aussi de la partie fournisseur. Vous aussi, c'est important de pouvoir mesurer cet impacteur. C'est vrai que c'est un prérequis. Et maintenant, la vraie bascule, et ça on le fait. Plutôt que de les encourager à augmenter leur note EcoVadis, c'est surtout qu'ils améliorent dans
dans la mesure des impacts environnementaux des produits qu'on leur achète, à commencer par avoir une product carbon footprint qui soit clean, qu'on puisse, à laquelle on ait confiance. C'est ça. Aujourd'hui, quand je vous dis qu'on maîtrise toute l'empreinte carbone des matériaux jusqu'au système fini installé chez le client, quand on parle de matériaux ou de composants qu'on achète, à 99,9%, c'est nous qui faisons le calcul, c'est pas nos fournisseurs. Parce qu'ils savent pas ou qu'ils veulent pas ou qu'ils sont pas matures sur le sujet. Donc ça, on l'assume, mais on s'en contente pas, donc on le fait à leur place. Et donc maintenant, l'objectif, c'est que ce soit eux qui le fassent et qu'ils prennent en responsabilité ça. De la même manière que c'est pas nos clients qui doivent reconstruire l'empreinte carbone d'un système Skypod d'Exotech, c'est nous qui leur donnons. Mais à mon arrivée, j'ai réalisé effectivement il y a 2 ans et demi qu'on avait un client très engagé qui, au lieu de nous poser la question de l'empreinte carbone de ce qu'on leur vendait, calculer le truc de leur côté, très certainement assez grossièrement, on peut le comprendre. Mais j'étais très surpris, je dis mais pourquoi vous ne nous avez jamais demandé en fait. Alors c'est là aussi qui est intéressant, c'est de se dire comment on arrive finalement à avoir toute la chaîne de valeur, parce que c'est quand même ce qu'il y a de plus compliqué, et peut-être finalement de voir à quel point votre démarche à vous arrive à influencer quand même les acteurs, vos parties prenantes, pour essayer d'aller vers une mesure qui est plus transparente et en tout cas plus précise, et ça aide en fait l'ensemble d'un secteur. Oui, c'est sûr que tout ce qu'on arrivera à pousser auprès de nos fournisseurs sera au bénéfice de nos concurrents ou d'autres acheteurs de nos fournisseurs, donc ça c'est top. Après, on se met pas la pression non plus trop en termes de responsabilité. Je pense que déjà, vu la taille d'Exotech aujourd'hui, d'être en responsabilité sur ses fournisseurs de rang 1, c'est déjà bien. On n'a pas aujourd'hui la capacité et je pense la latitude, le pouvoir de négociation d'aller plus loin. Quand on a un grand groupe du CAC 40, certainement c'est plus simple. C'est plus simple. Donc du coup, c'est nous qui profiterons de leurs efforts, de leur push par rapport à nos fournisseurs communs. Alors, on a parlé beaucoup d'environnement, on va parler un petit peu de social, d'impact social. Et plutôt évidemment de ce que ça représente du côté humain de manière concrète. Alors concrètement, qu'est-ce que votre produit change dans le travail en entrepôt ? Plus particulièrement sur les petites conditions. Tout au début, c'est vrai que ce qui saute aux yeux, c'est que les gens ne marchent plus des dizaines de kilomètres par jour pour aller préparer des commandes, qu'il y a un port de charge qui est réduit à quasi zéro. Donc ça, c'est des bénéfices certains qu'on voit qui sont visibles. Sur les conditions Maintenant, on s'est dit, est-ce que c'est vraiment que ça, les conditions de travail ? Donc on a fait un boulot sur lequel on a publié quelques éléments avec la branche conseil de la Fondation Spinoza, qui est un think tank du bonheur au travail. Et on s'est rendu compte qu'effectivement, ça, c'était garanti, qu'il y avait une vraie réduction de la pénibilité, une vraie amélioration de la sécurité pour les gens qui travaillent dans les entrepôts. Mais qu'il y avait aussi des effets sur lesquels il fallait qu'on reste vigilant, tels que la charge mentale. Notre machine, notre robot, notre système est très productif et il a quand même besoin d'humains pour fonctionner. Donc il faut qu'on soit vigilant aussi sur ce que ça demande en termes de charge mentale auprès des opérateurs. Et puis l'acceptabilité de travailler tout simplement avec des robots. On transforme l'outil de production. On transforme les conditions de travail, on transforme le travail en lui-même. On transforme le travail, donc il y a un accompagnement au changement qui est critique. Mais j'ai envie de dire, moi je reste vraiment optimiste par rapport à tout ça et on continue de le travailler. Mais le juge de paix, c'est vraiment la perception des gens sur le terrain. On a mené des enquêtes et moi je le fais systématiquement quand on visite des entrepôts. On demande aux gens concrètement, si c'était à refaire, est-ce qu'ils préféraient travailler comme avant ? Et c'est toujours non, quoi. Non. Et on le voit aussi dans certains signes, certains de nos clients qui publient dans leurs offres de recrutement pour l'entrepôt le fait qu'on soit là, le fait que quand il y a différents shifts entre le Skypod Exotech et d'autres manières de travailler dans l'entrepôt, parce qu'il n'y a pas que nous, il y a aussi charger, décharger les camions, palettiser, travailler sur des articles qui sont plus encombrants et qui ne rentrent pas dans notre système. Les gens ont une tendance quand même à dire je préfère aller travailler sur le système d'Exotech
pour les raisons qu'on vient d'évoquer, quoi. Et sur les changements, vous accompagnez du coup, tu disais, on accompagne nos clients quand il y a des changements aussi radicaux sociaux, en fait, liés au travail. Comment vous faites pour les accompagner ? En fait, on commence à avoir accumulé une certaine expérience. Ça fait 10 ans que Exotech existe, 7 ans qu'on a installé notre premier système, si je ne me trompe pas. On est sur plus d'une centaine de sites à travers le monde, dans des contextes sociaux très différents. Oui, bien sûr. Entre les États-Unis, le Japon, la France, voilà, et les autres pays européens. À chaque fois, c'est des contextes qui sont très différents. Mais voilà, on commence à avoir une certaine pratique de cette transformation. Qui reste à la charge de nos clients quand même. Oui, bien sûr. Vraiment, nos clients doivent être en responsabilité sur tout ça, mais on a à cœur de les accompagner de plus en plus sur ce sujet. Évidemment, on a formé les opérateurs à l'utilisation de notre système, aux enjeux de sécurité, etc., mais on a envie d'aller plus loin. Et vraiment de leur offrir une vraie offre d'accompagnement du changement 360 pour que les choses se passent de la meilleure manière possible. On le fait parce que c'est important pour nous, dans ce Be Proud, mais aussi parce qu'on sait que c'est un des enjeux numéro 1 des entrepôts aujourd'hui, c'est la gestion des ressources humaines. Oui, c'est vrai. Et du coup, on en vient à une question assez simple, c'est qu'effectivement, la robotisation, ça soulève souvent la question de l'emploi. Vous positionnez comment par rapport à ce sujet ? Est-ce qu'on a besoin de se positionner déjà ? Non, mais le fait est qu'effectivement, avec un système Skypod, on a besoin d'une personne pour faire le travail de ce que faisaient 3 personnes ou 4 avant. Voilà. C'est pour ça que les gens aussi font leur croissance avec nous. Maintenant, quand on regarde l'investissement que nécessitent ces projets d'automatisation, on travaille surtout avec des clients qui sont en croissance. Et donc la question, c'est plus de comment je fais plus avec autant de personnes dans l'entrepôt. Et donc c'est là qui bascule vers nous. Mais voilà, on ne sait pas que c'est un contexte économique qui est changeant. On verra comment ça se passe. Mais ça, on en a une conscience forte. Et c'est un vrai dialogue qu'on a avec nos clients dans cet accompagnement du changement aussi. Parce que qui y arrive un système capote, c'est souvent réorganisation du travail. Donc on est là pour partager des bonnes pratiques et puis avec les institutionnels, mais on voit que sur l'arrivée de la robotisation, l'arrivée de l'intelligence artificielle, en particulier générative, ça bouleverse l'emploi. Après, on a aussi une conscience forte de ce que c'est que travailler aujourd'hui en tant qu'opérateur dans un entrepôt logistique. C'est en manutention très pénible, c'est peu qualifié, c'est précaire. Donc voilà, et je pense qu'il faut aussi se poser la question des emplois qu'on va affecter, au-delà des conditions de travail. Et on n'a pas de remords dans le sens où on sent que c'est pas les emplois qu'on trouve souhaitables et qu'on a envie de développer. Après, on a aussi conscience que c'est des emplois qui permettent à une certaine population de conserver un pied dans le milieu du travail, que c'est source de rémunération, surtout dans des bassins désindustrialisés. Mais c'est un dialogue du coup qui doit se développer avec notre client. Et que vous ne pouvez pas porter tout seul. Et chaque bassin d'emploi. Donc c'est un vrai dialogue qu'il faut qu'on développe. Et voilà, donc on s'y intéresse. Plutôt que d'avoir des solutions, c'est qu'on s'y intéresse. Alors, on parle évidemment en externe pour les conditions de travail, mais on va parler aussi plutôt de l'impact en interne, donc de ce travail sur le SG. Donc, au-delà de produits, comment vous travaillez ces sujets en interne, les conditions de travail, les inclusions et diversité chez Exotech et puis surtout, qu'est-ce que vous avez comme indicateur particulier structurant sur la partie sociale chez vous ? Déjà, de manière globale, on fait bien les choses, je pense. C'est hyper important pour nous, en société innovante, en forte croissance, d'avoir les meilleurs talents sur tous nos métiers. Ici, dans la métropole lilloise, et au-delà, on est au Japon, à Tokyo, on est à Atlanta, on a des bureaux dans toute l'Europe, à Munich aussi. Donc voilà, on sait que la source de notre succès, c'est le talent, donc il faut bien le traiter. Et donc on met tout en place, nos équipes RH, pour vraiment chouchouter les talents, de la candidature jusqu'à la sortie si elle arrive. Mais évidemment, au-delà de ça, on a des enjeux. Quand on parle d'ESG, forcément, on pense diversité, inclusion. On est une société qui est aujourd'hui
très masculine. On a 17% de collaboratrices seulement, et on le regrette. Ça, c'est lié aux formations aujourd'hui qui nous alimentent. On est surtout sur des métiers techniques, des métiers d'ingénieurs, que ce soit côté software ou hardware. Et c'est vrai, la réalité des écoles, des universités, des formations qui nous alimentent, c'est qu'ils ont beaucoup d'hommes. Et donc, du coup, on le subit. On ne le dit jamais assez. Hein. Les filles, tournez-vous vers la tech, vers les maths, vers l'ingénierie. C'est des secteurs qui sont tout aussi attractifs que les autres secteurs. Et on a des collaboratrices, qu'elles soient expertes ou managers, qui sont incroyables, qu'on essaye de mettre en avant, qui bien volontiers vont parler dans les écoles pour inspirer, etc. Je voudrais, dans ESG, donc environnement, social, gouvernance, le G, gouvernance, je voudrais qu'on en parle un petit peu. Comment ces sujets sont pilotés chez vous au quotidien ? Et puis surtout, qu'est-ce que vous avez mis en place pour que ces sujets soient réellement intégrés dans les décisions et pas à côté du business ? Je pense que la première réponse, c'est où on positionne ce sujet dans l'entreprise. Moi, j'ai la chance de pouvoir reporter directement au CEO Romain Moulin et de pouvoir intervenir au COMEX régulièrement pour leur raconter ce qu'on fait, leur donner de la visibilité sur la direction qu'on a envie de prendre et surtout de leur expliquer comment ils vont contribuer en fait très concrètement, eux et leurs équipes. Donc on a toujours ce temps de passage dans l'année, on se dit ok, voilà ce qu'on va faire ensemble. Toi, côté technologie, toi, côté commercial, toi, côté marketing. Donc, on a des objectifs communs qui sont validés par Romain, le CEO. Et ça nous permet de nous donner l'allant nécessaire pour qu'on fasse les choses bien, qu'on les fasse ensemble. Moi, j'ai une petite équipe de 2 à 4 personnes selon les stagiaires qu'on a, qui a surtout pour objectif de faire ce que les autres ne feront pas. Mais dès que l'action correspond à un métier qui existe déjà chez Exotech, c'est ce métier-là qui doit porter ce boulot-là. Souvent, on le fait pour eux, la première fois, pour leur montrer que c'est possible, et leur montrer comment faire. Et après, c'est à eux de le faire et ils sont souvent contents de le faire. Je pense que tout le monde a envie de contribuer positivement à ces sujets, en particulier environnementaux, à travers leur métier. Et souvent, je leur dis, ne rejoignez pas une équipe ESG, juste faites-le dans votre métier, dans l'activité qui est la vôtre, quoi. Et nous, on est là pour les accompagner là-dedans. Oui, vous êtes à la phase où petit à petit, ça s'insuffle dans chaque métier de Exotech pour qu'à un moment donné à un autre, ce ne soit pas une équipe entière qui porte à chaque fois le sujet, mais que chacun de la tech, presque dans ses objectifs, ça serait presque la next step, les indiquer dans les objectifs, peut-être sur le contrat, de savoir quel objectif vous mettez environnemental pour chaque métier. Ouais, et ils le savent de toute façon. Et puis au-delà des objectifs, on a des process qui sont en place. Toute l'éco-conception qu'on a mis en place, ça roule. Et donc le juge de paix, c'est de savoir si je suis pas là demain, est-ce que tu continues à tourner. Pour ça, il faut qu'il soit vraiment inscrit à la fois dans la culture, on en a parlé, dans la stratégie long terme, pour que ça tende le fil et que ça retombe pas. Et puis dans les process et les objectifs des collaborateurs qui sont concernés. Après, j'ai une approche très pragmatique. Je ne pense pas du tout que tous les employés doivent faire de l'ESG. Pas du tout. Je pense qu'il y en a qui ont des gros leviers à leur disposition. Il faut les activer et se concentrer sur eux. Et ceux qui ont un impact limité, on ne va pas les embêter avec ça. S'ils veulent faire des choses proactivement, c'est super. Et tout le monde a la capacité d'animer une fresque du climat, de faire les choses à son niveau. Mais il y a des métiers qui sont plus concernés. Quand on part sur l'éco-conception, à un moment donné à un autre, les designers... Moi, je déteste qu'on me demande l'autorisation de faire quelque chose sur l'ESG, mais je dis, tu connais ton métier, tu sais ce qu'il y a à faire, intègre-le dedans et tu sais mieux que moi. Mais sur les gros sujets comme l'empreinte carbone, la décarbonation de nos produits, l'impact social de nos solutions, ça c'est piloté par le haut parce que c'est vraiment des sujets strates. Est-ce qu'on peut parler maintenant de création de valeur ? Parce que tout ça, c'est beaucoup de choses. Et finalement, aujourd'hui, concrètement, qu'est-ce que cette démarche ESG apporte chez Exotech, à Exotech ? Quelle création de valeur on ressort de tout ça ? Et est-ce qu'il y en a ? Peut-être qu'il n'y en a pas. Encore une fois, culturellement, donc fierté, qui dit fierté dit rétention des talents, qui dit rétention des talents dit pérennité de l'entreprise. Donc ça c'est sûr. Souvent c'est un immatériel, un intangible, mais moi je le ressens et je vois très bien l'Exotech d'avant et l'Exotech d'aujourd'hui. Et encore, c'est pas pour me jeter des fleurs, c'est vraiment une transformation collective du CEO au COMEX en passant par les équipes.
qui sont sensibilisées, toutes. Ouais. Donc on est, je crois que 50% des équipes ont fait la fresque du climat en l'espace de 2 ans. Vous avez des pour fresqueurs rappel, au simple. on a plus de 1000 employés. Donc c'est vraiment chapeau à eux parce que c'est nos collaborateurs qui fresquent leurs collègues. Ouais. Donc c'est un gros taf et c'est du temps qu'on leur donne pour le faire. Après, forcément, je pense que c'est aujourd'hui plébiscité par nos parties prenantes. Nos investisseurs sont contents. Le jour où on aura besoin d'être encore plus public qu'on ne l'est aujourd'hui, je pense que tout le monde sera content de savoir qu'on fait bien les choses et qu'on est performant. On parle souvent de performance extra-financière. Donc, on est aussi vigilant à nos KPI, c'est-à-dire de combien de carbone on a besoin pour faire 1 euro de revenu, 1 euro de gross profit. Et on se compare par rapport à nos concurrents. Donc, cette performance-là, on la suit aussi. Et puis, à nos clients. Forcément, c'est là où maintenant on veut s'orienter. C'est vraiment se positionner en tant que contributeur aux enjeux de durabilité de nos clients. Ça devient une vraie valeur de la boîte en elle-même. Là, vous avez fait une très grosse levée de fonds il y a 2 ans et demi. La prochaine levée de fonds, c'est un des outils supplémentaires. Certainement. Qui donnera une valorisation plus forte. C'est sûr parce qu'on a des atouts à faire valoir aujourd'hui. Et c'est des cartes qu'on jouera, c'est certain. Qu'est-ce qui est difficile de piloter aujourd'hui sur ces sujets ? Qu'est-ce que tu as encore qui doit faire encore avancer et qui sont encore longs à mettre en place, à avancer ? Est-ce qu'il y a un sujet particulier où tu dis là, il faut vraiment qu'on aille... ça prend du temps, mais il faut qu'on y aille. Parce que en fait, c'est des sujets de long terme. Hein. On a toujours envie de se dire « Ok, c'est fait ». Et malheureusement, ça ne fonctionne pas comme ça. Ouais. Il faut se réengager, se remettre la pression sur ces sujets environnementaux régulièrement. C'est pas parce qu'on a déjà innové. J'ai dit qu'on avait déjà fait un tiers du chemin sur nos produits. Pour atteindre nos objectifs 2030, il faut encore qu'on fasse un tiers. Ouais. Donc un tiers de là où on était à l'époque, ça veut dire 50% de là où on est aujourd'hui. Donc il y a quand même un grand chemin devant nous à faire. En même temps, voilà, il faut célébrer les victoires, il faut déjà être très content de ce qu'on a fait. Mais il faut surtout que une pression saine reste parce qu'on a encore un beau bout de chemin à faire. Donc c'est cet engagement au long terme. Et je pense que cet engagement au long terme sera d'autant plus fort qu'on arrivera à avoir une reconnaissance encore meilleure de nos clients, mais on ne sera pas reconnu si on n'arrive pas à leur trouver des solutions. Donc voilà, ça va repasser par l'innovation et mettre plus à profit cette valeur, understand your customer, donc comprendre son client et le satisfaire, qui je pense va porter cette ambition ESG dans les prochaines années. Est-ce que tu as eu des arbitrages durs à faire ? Non. Jamais, pas encore arrivé. J'espère que ça n'arrivera pas parce que c'est pas toujours évident. Quand on se retrouve entre business et impact, souvent il y a des moments où c'est il faut. Voilà, il y a des arbitrages tout le temps. Ouais. Aujourd'hui, pas de renoncement, mais des arbitrages. On fait des compromis, mais pas de compromission. Donc, c'est-à-dire, on sait être pragmatique, on sait prendre les bonnes décisions au bon moment. Et ce qui est hyper génial avec l'objectif Science-Based Target qu'on a aujourd'hui, c'est que c'est un objectif de réduction de notre empreinte carbone relative à notre valeur ajoutée, donc à notre grosse profit. Bien sûr. Donc cet indicateur-là met en balance notre empreinte carbone et notre revenu, notre niveau de rentabilité. Donc forcément le business. Forcément le business. Et donc, si des fois on est un peu plus carboné, mais qu'en même temps ça augmente notre grosse profit et que ça améliore notre rentabilité, et ben c'est dans la plaque, c'est bon. Ouais. Donc c'est vraiment chouette qu'on ait cette capacité de réfléchir à notre empreinte carbone en intensité, de par le fait qu'on est une société en croissance. Sinon, les arbitrages seraient impossibles. Donc je trouve ça hyper pragmatique et hyper bien pensé. Et d'autant plus si derrière notre impact environnemental pour nos clients est positif, comme je l'ai dit, sur réduction de l'empreinte carbone, la consommation d'énergie et l'empreinte au sol, on coche les cases. Maintenant, il faut les tenir dans le temps. Alors, il est temps de passer à notre Minute Tokaté. La Minute Tokaté, c'est simple. Le principe, c'est une série de questions rapides que tu dois répondre au tac au tac. Je suis joueur. T'es joueur, t'es prêt ? Allez, c'est parti. Robot ou humain ? Humain. Performance logistique ou empreinte carbone ? Performance logistique. Rentabilité client ou impact long terme ? Impact long terme. Data produit ou data ESG ? Data produit. Mesurer ou réduire ? Réduire. Réduire l'impact ou transformer le modèle ? Transformer le modèle. Vitesse de déploiement ou exigence ESG ? Exigence ESG. Transparence carbone ou avantage compétitif ? Avantage compétitif.
Productivité ou conditions de travail? Conditions de travail. Remplacer ou augmenter l'humain? Augmenter l'humain. Décision rapide ou décision éclairée? Éclairée. ESG comme contrainte ou levier d'innovation? Levier d'innovation, bien sûr. Bien sûr. Vision long terme ou résultat immédiat? Vision long terme. Et solutions technologiques ou changement des usages? Changement des usages. Parfait, merci de t'être prêté à la Minute Tokaté. Pour conclure, allez, on se refait un petit point sur tout ce que quelle est la prochaine étape plutôt en matière de ESG pour toi, on l'a dit. Les clients. Je pense que c'est un moment pour Exotech, mais je pense que c'est un moment pour toutes les grandes entreprises qui sont sincères sur ces sujets de durabilité. On parle souvent de backlash ESG, moi j'y crois pas du tout. Ouais. Et il faut qu'on change notre fusil d'épaule. Et ça passe par la création de valeur aussi pour nos clients, qu'on soit une société par nature à impact, ou une société plus classique comme Exotech. Comme Exotech. Alors, les clients d'Exotech, vous n'êtes pas seuls. Vous allez être très vite aidés par Exotech. Merci beaucoup, Nicolas, pour cet échange. Merci d'être venu jusqu'à notre micro. Chez Exotech, on voit bien que l'ESG n'est pas un sujet à côté. On l'a bien compris, c'est un sujet qui transforme en profondeur la manière de concevoir, de décider, de grandir. Alors, une autre façon, on a en face de nous de penser la performance. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Et d'ici là, Tokaté, à vous de jouer.